Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Une présentation des Éditions de l'Homme et de Recto Verso, éditeur. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai le grand bonheur de recevoir l'auteure Sylvie Payette et j'ai envie de vous la présenter. Alors Sylvie, t'es née du côté de Montréal, t'as passé ton enfance du côté de Paris. T'es la fille de André Payette et de Lise Payette. Jusque-là, tout est bon. T'as fait des études en décor et costumes à l'option théâtre du cégep Lionel Groulx. Oui. T'as travaillé comme maquilleuse en télévision et en cinéma. Exact. Et moi, je t'ai connue dès mon très jeune enfance avec Chambre en ville, dont t'es la scénariste. Émission qui a été culte. 3 millions de spectateurs qui l'ont regardée presque hebdomadairement. Oui, 3 millions, c'était vers la fin, parce que je dirais que c'était plutôt autour de 2 millions sinon, mais... Quand même. Vers la fin, on a eu même le 3 millions, donc oui. De 89 à 96? Si vous me le dites, ça doit être ça. Non, je pense que c'est bon. Oui, c'est ça, 89, effectivement. On n'a pas l'impression que ça fait si longtemps, mais on fait 25 ans cette année. Et ça a été vraiment marquant. Encore aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Il y a les coffrets DVD qui ont été relancés, qui a connu vraiment un très, très bon succès. Ça a été marquant pour une génération, Chambre en ville. Oui, je crois qu'on peut vraiment le constater aujourd'hui. C'est-à-dire que ce genre de phénomène, sur le coup, on se dit « Wow, c'est très, 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 très populaire, on est content. » Moi, je travaillais tellement, les comédiens aussi, on était juste conscients que ça marchait très, très bien. Mais on n'était pas, à ce moment-là, conscients qu'on s'inscrivait quelque part dans l'histoire, dans l'évolution d'une certaine génération qui était branchée sur Chambre en ville, puis qui, aujourd'hui, encore nous en parle. Il n'y a pas une journée où je n'entends pas parler de Chambre en ville, et ça fait 25 ans. Et chaque fois que je rencontre les comédiens, ils me disent la même chose. Ils me disent, ça n'arrête jamais. Il y en a même qui s'en plaignent, en blague quand même, là, mais je pense à Anne Dorval, par exemple, qui va faire des promotions pour des films comme Mommy, mais je dis Mommy, mais c'est... Pardon pour l'accent, parce que ça sonne momie égyptienne quand je le dis, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais ce film-là, et tout à coup, malgré tout, il y a toujours quelqu'un dans l'entrevue qui va lui parler de Lola puis de Chambre en ville. Donc, il dit, mais c'est pas possible, elle n'arrive pas à concentrer complètement, uniquement sur un autre sujet, mais c'est extraordinaire. Oui, mais ça fait 25 ans, mais je pense que c'est avec le recul qu'on peut vraiment constater que ça a marqué une génération, puis ça me rend tellement fière, c'est fou, je suis étonnée, je suis émerveillée, je suis contente parce que cette génération-là, quand ils m'en parlent dans les salons du livre ou quand je les rencontre, souvent, m'en parlent avec un grand sourire. Oui. Alors les gens, ils me disent « Oh, Chambre en ville, wow, c'était bon! » Il y a toujours un souvenir heureux. « Oh, je regardais ça avec ma famille, puis ma mère, puis mon père. » Ça ramène à quelque chose de très, très heureux. Alors qu'il y a certains films ou des émissions où on va dire « Oh, c'était triste, ça. Oh, c'était bon, mais oh, on a trouvé ça dur. » Ça n'a pas du tout cet impact-là. C'est au contraire quelque chose d'extrêmement positif. Donc, j'ai l'impression que ça a laissé un souvenir très, très, très positif, mais en plus... qu'à l'époque, c'était positif dans la vie des gens. Je pense que ça a permis à des jeunes... ça parlait des tabous de l'époque. Oui, de s'ouvrir, d'apprendre. J'ai fait une émission dernièrement, puis c'est Annie Villeneuve qui disait j'ai entendu parler de certains sujets avant même que mes parents m'en aient parlé. Donc, tout à coup, les jeunes pouvaient dire « Oh, tiens, il y a ça, il faut que je réfléchisse à ça. Bon, qu'est-ce que j'en pense? » Puis après, ils pouvaient en parler aux parents parce que c'était pas toujours des sujets qui étaient abordés à table. Donc, oui, je pense que c'est vraiment... Je suis très, 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 très fière et je reste humble face à ça parce que je pense qu'il faut le rester. On ne sait pas qu'est-ce qui nous a donné cette magie-là. Je ne sais pas... intentionnel, c'est des magies qui se produisent tout à coup, puis tant mieux si c'est arrivé, puis j'ai pu... je sais, j'ai encore des lettres toutes les semaines de gens qui me disent merci. Par exemple, j'en ai un dernièrement qui m'a écrit, ça m'a beaucoup touchée pour me dire qu'il y avait le sida déjà à l'époque et que ça a permis à sa famille de l'accepter. Tu étais une des premières à en parler à la télévision du sida. Oui, elle parlait pas. J'ai pas de souvenir qu'il y en a eu vraiment avant, effectivement, mais en plus, c'est que j'ai choisi d'aller un peu contre ce qui était le courant. À l'époque, on voyait, je pense que Jeannette Bertrand en avait parlé dans un grand A avant, mais c'était
un homme homosexuel. Mhm. Ça veut pas dire que c'est moins pire ou pire, quelle que soit la personne qui l'a attrapé, mais le fait que tout à coup, je dise non, c'est une jeune femme, Mhm. elle a 18 ans, 19 ans, et ça peut arriver à tout le monde. Et ça n'a rien à voir, arrêter de faire de dire c'est aux autres, ou c'est juste eux, puis c'est parce qu'ils ont des vies sexuelles différentes, peu importe. Ça n'a rien à voir, c'était une maladie qui pouvait toucher n'importe qui. Donc, je pense que ça a permis de réaliser que ça pouvait être n'importe qui, puis qu'il fallait être ouvert à ces gens-là, puis pas les ostraciser comme ça se faisait à l'époque. En tout cas, fait que ça, j'en reçois beaucoup encore. Puis j'en reçois encore, je l'ai reçu dernièrement, puis bon, cette personne-là, je suis heureuse de savoir qu'il est encore en vie. Mais c'est fou à quel point c'est encore actuel aujourd'hui de ce qui était traité dans l'émission. Oui, bien ça, c'est l'autre phénomène qui se passe en ce moment. C'est les DVD qui sont ressortis, qui ont été extrêmement populaires, tant mieux. Je pense que les gens, ça leur fait plaisir de le regarder. Mais moi, j'ai des jeunes qui viennent me voir, qui ont 16, 18, 19 ans dans les salons pour me dire à quel point ils ont aimé puis qu'ils ont regardé. Et 2 personnes à Saguenay qui me disent, qui se connaissaient pas, qui me disent, on les a regardés. On n'a jamais été capable d'arrêter. On les a regardés en fil les 7 années. Ça veut dire 188 épisodes. Ils sont complètement fous. Ils ont arrêté de vivre pour le regarder. Mais cela dit, surtout à de voir que ces jeunes-là, ils trouvent que c'est encore d'actualité. Ça me décourage un peu. 25 ans plus tard, on a les mêmes problèmes d'écologie. On a les mêmes problèmes de santé. Il y a plein d'affaires qu'on a encore comme problème. Payer ses études. Hey, c'est pas possible. Moi, 25 ans plus tard, je regarde ça, puis je peux pas croire que ce soit encore autant d'actualité. Heureusement, on a réglé la cigarette. Oui. Bon, ça c'est une chose à régler. Mais pour le reste, c'est épeurant de regarder les émissions 25 ans après. Et on a eu droit aussi en 2010 ou 2011, si ma mémoire est bonne, Chambre en ville, la suite, le roman. Oui, j'ai ça. J'ai sorti un roman qui se passe 17 ans après, dans lequel j'insère une fille, Happy Lola, qui est née après la série. Donc, surprenez-vous pas, oui, ils avaient un garçon dans la série qui s'appelait Lou, mais j'ai fait qu'après, ils ont mis au monde une fille qui s'appelle Savannah. Et c'est de là qu'est venue une demande, c'est-à-dire que les gens ont dit « Mais on aime Savannah, elle est super amusante, blablabla », les commentaires entraient partout. On recevait des courriers chez l'éditeur, je recevais des messages, puis l'éditeur a dit « Ça ne tenterait pas de faire quelque chose avec elle ?» Puis j'ai dit « Ben, je veux bien, je vais faire des Savannah. » Je suis tombée en amour avec le personnage en l'écrivant dans le livre. Mais j'ai dit « Mais je ne veux pas faire du tout quelque chose comme Chambre en ville. Je ne veux pas faire... » D'abord, il y avait plein d'auteurs qui faisaient déjà ça dans le jeunesse, c'est-à-dire ce qui se passe à l'école, ce qui se passe à la maison, à la famille, les gangs, d'amis et tout. J'ai dit, moi, je vais vraiment essayer d'opter pour quelque chose qui l'amène ailleurs. Et puis, qu'on aille vraiment dans des univers qu'on a peu vus dans les livres jeunesse. C'est-à-dire que mon personnage, en tout cas au Québec du moins, mais mon personnage est découvre un codex ancien, si je peux me permettre de vous en parler. Donc, mon personnage, c'est ça, trouve un codex ancien, puis il doit essayer de le décoder. Et pour ça, mais il faut qu'elle apprenne l'histoire, il faut qu'elle arrive à comprendre les symboles, d'où viennent plein de symboles. Et c'est un prétexte à parler des différentes étapes historiques, des civilisations, Mais on apprend plein de choses, mais on n'a pas c'est ça, l'impression que c'est de l'histoire comme à l'école puis que c'est ennuyant. On apprend en s'amusant, c'est bien inséré dans l'histoire. Oui, en fait, c'est parce que je parle pas nécessairement non plus de l'histoire qu'on apprend à l'école. Parce que, d'abord, on va l'apprendre à l'école. Et puis parce que, justement, c'est les choses que l'école peut pas traiter parce que c'est difficile, parce que c'est vaste et puis qu'on n'a pas toujours le temps ici. C'est difficile de parler au Québec, par exemple, de l'histoire française, alors que notre société, les francophones, on vient de la France. Donc, c'est normal qu'on essaie de remonter un petit peu jusque-là, mais on n'a pas le temps déjà de couvrir l'histoire du Québec est difficile actuellement. Donc, je me suis amusée, moi, à aller un peu plus loin dans différentes civilisations, que ce soit les Celtes. Je veux dire, on n'en entend absolument pas parler. Alors, ils n'ont pas le temps de nous parler de ça, les Celtes, les Égyptiens, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Donc, je peux avec les symboles, parce que surtout que les symboles sont très importants dans certaines époques.
dont les Celtes, les Égyptiens que j'ai nommés. Donc, c'est ça. Je m'amuse avec ça beaucoup. Ben, je m'amuse. Oui, je m'amuse à l'écrire parce que c'est des passions, c'est des choses que j'aime. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais lire? Qu'est-ce que j'aurais aimé lire, moi, quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans? Et puis, c'est ce que je suis allée chercher. J'aurais aimé quelque chose qui est de l'aventure, qu'on lise, qui se lise bien, que ce soit écrit simplement, qu'on n'essaie pas de m'apprendre du vocabulaire à n'importe quel prix. Ce qui fait que je mets du vocabulaire, oui, mais souvent, je vais mettre un synonyme après, ce qui fait que la personne, si elle ne connaît pas le mot, elle va pouvoir en faire quand même une découverte sans avoir à fouiller. Nous, il nous disait, fouiller dans le dictionnaire, mais qui va dans le dictionnaire vraiment? Donc, aussi bien essayer de leur dire, bon, mais je comprends que tu n'as pas envie d'ouvrir ton dictionnaire, mais regarde, le mot, il vient de là, puis c'est ça. Voilà. Et puis, voilà. Mais il doit y avoir un gros travail de recherche derrière ça. Ben moi, je dirais que du haut de mes 23 ans, c'est bien la radio, hein, les gens peuvent pas voir. Non, mais là, j'ai quand même 57 ans et ma passion a toujours été l'histoire. J'ai pensé aller en histoire quand j'étais, au moment d'aller au cégep et tout. J'ai choisi plutôt les arts, le décor costume de théâtre. Mais d'abord, même quand on fait du décor costume de théâtre, on est obligé d'aller dans l'univers, justement, du passé, de l'histoire de l'art, des tableaux, apprendre à voir dans les tableaux les vêtements, les tissus, l'évolution, à quelle époque ça appartient, parce que pour faire des costumes ou des décors, regardez, si on fait une pièce de théâtre qui se passe chez les Romains, j'ai pas le choix. Moi, dans mes études, je devais apprendre, ce qui fait que j'ai finalement une certaine base au niveau des études là-dedans, mais j'ai continué parce que j'adorais ça. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses, je suis évidemment allée renouveler ces recherches-là parce que ça évolue, c'est extraordinaire. On est dans une période, c'est ce que je dis aux jeunes quand je fais des rencontres scolaires, quand des fois je fais des conférences avec eux. C'est extraordinaire actuellement, grâce à Internet, avec l'ADN et tout ça, on est en train de réécrire l'histoire. Donc, c'est des métiers auxquels les jeunes ne pensent pas, mais qui sont en pleine explosion, là, vraiment, ça vaut la peine si les gens aiment. Il y a tellement de documents. On sait que, par exemple, au British Museum, il y a une infime partie des textes qui ont été examinés. Et il y a des choses qui dorment dans les armoires depuis... qui viennent d'Égypte, qui dorment là depuis 100 ans. L'égyptologie est une science qui est assez récente, donc elle est en pleine évolution. C'est fabuleux. On pense qu'on connaît... j'ai encore des gens, justement, dernièrement, qui me disent « Ah, mais les Égyptiens, les femmes étaient pas à la même hauteur que les hommes. » Eh bien non, on le sait maintenant, c'était... très différent de ce qu'on pense. Sylvie, si tu me permets, on s'arrête et on se reparle dans les prochains instants. On continue de parler de Savannah. Mais avec plaisir.